Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Avant de démarrer notre réunion, je dois vous rappeler à chaque fois, si vous permettez, quelques consignes. Sortie de secours, c'est indiqué par les panneaux au cas où l'alarme sonne. Il faut sortir et on laisse tout sur place. Éteignez vos portables ou alors mettez-le sur le vibreur afin de ne pas perturber la conférence. Sachez que celle-ci est filmée avec la caméra qui est juste là. Les questions-réponses après la conférence sont également filmées, mais vous êtes tous de dos, donc il n'y a aucun problème au niveau confidentialité. Posez des questions courtes de préférence. C'est une seule question par personne, que chacun puisse ainsi avoir la chance de s'exprimer. Merci. N'oubliez pas de donner votre courriel à l'accueil pour les nouveaux afin de recevoir nos annonces de conférences. Quel est le sujet ce soir? Le dossier à l'oncle, tout le monde a entendu parler dans les médias, très controversé car hyper médiatisé dans la mesure où cela concerne une caste d'irréductibles intouchables qui sans vergogne se permet de critiquer à huée à diable, mais qui n'accepte pas d'être mise en cause. Dossier d'une commission de l'Assemblée nationale bien utile pour mettre en évidence certains monopoles et le coût des arrangements financiers entre ce petit monde médiatique qui ne se prive pas. Leur privatisation se justifierait d'autant plus que c'est notre juteux gâteau qu'ils se partagent. Alors ce soir, nous recevons Édouard Chaneau qui va nous éclairer sur l'état profond médiatique quand le monopole s'effondre, point d'interrogation. Ici. Quelques mots sur notre invité. Édouard Chaneau est un jeune journaliste de 40 ans, comme vous pouvez le voir. Il a été nommé directeur de la rédaction de l'Observatoire du journalisme, l'OJIM, en avril 2026, le mois dernier. Félicitations, Édouard. Il anime l'émission Choc du Monde sur TVN et il est l'auteur de 2 essais, Brèche dans le mainstream, l'âge des alternatives médiatiques, paru en 2025, et L'Empire Netflix, l'emprise du divertissement, paru en 2022. Il est auparavant rédacteur en chef chez Sputnik France et RT France. À l'issue de la conférence, vous pourrez vous procurer des livres d'Édouard Chaneau au fond, auprès du stand de la Maison de la Presse du Casino de la Baule. Après la séance de dédicace, vous pourrez continuer à échanger avec lui et l'équipe de Cercle 7 au bar de l'hôtel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir Édouard Chaneau. Merci Laurent. Ça devrait marcher. Yes. Ça marche. Voilà. À toi. Merci Laurent pour ton invitation. Merci à tous d'être venus ce soir. Je devais évoquer les médias dominants. Bon, j'ai un peu modifié l'intitulé, mais ça ne devrait pas beaucoup vous surprendre. Je vais commencer par des chiffres. Des chiffres, l'émission que je dirige sur TV Liberté, que Laurent vient de mentionner, Choc du Monde, a atteint 100 000 vues les bons jours, 200 000 les meilleurs jours, et exceptionnellement 300 000. Et à côté de cela, le 20h de TF1, c'est 4,5 millions de téléspectateurs. Évidemment, le rapport de force semble absolument écrasant. Je n'ai pas les moyens, ni TVL évidemment, du journal télévisé de TF1, mais j'ai quand même une bonne nouvelle, parce que il y a 20 ans, ce journal télévisé de TF1, c'était en fait 2 fois plus. Et au bonjour, 10 millions. En fait, le journal télévisé, le 20h, comme on dit, n'est plus la grand-messe informationnelle des Français. Dans 20 ans, je pose la question, dans 20 ans, existera-t-il encore en l'état? La question mérite au moins d'être posée. Parce qu'en fait, depuis 20 ans, depuis 15 ans, nous avons vécu une révolution médiatique et les bouleversements vont se poursuivre. Laurent, nous pouvons passer au slide suivant. Et en fait, la révolution que nous vivons met un terme à un cycle plus vaste. Un cycle plus vaste d'un demi-siècle, disons de 1968 à 2026. Je peux essayer de parler fort, mais pendant 1 heure, je risque de faiblir. Merci Laurent. Allô. Ce cycle de 68 à aujourd'hui, c'est l'essor et le déclin de la pensée unique, du monopole médiatique. Nous le vivons au quotidien aujourd'hui, petit à petit, le pluralisme médiatique. Alors, il y a 15 ans, on se disait, nous n'avons plus de débat, nous n'avons pas de débat. J'en discutais il y a quelques instants avec Annie Curien, qui devrait être par ici. Aujourd'hui, nous avons des débats. Alors, pas nécessairement dans les mêmes médias, mais en tout cas par médias interposés. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années encore.
c'est plutôt une bonne chose, me semble-t-il, les années d'or des médias dominants qui ont donc façonné l'opinion depuis ces années-là prennent fin. Aujourd'hui, cette domination, et vous me permettrez d'utiliser l'anglicisme, le mainstream, la domination du mainstream, comme on dit, est en train de craquer sous une triple pression technologique, générationnelle et idéologique. J'évoquerai les trois petit à petit. Donc il y a 15 ans, 20 ans, encore, une caste contrôlait parfaitement sa reproduction via les écoles de journalisme et maîtrisait les grands médias. Radio France, France Télévisions, dont nous avons beaucoup entendu parler depuis quelques mois, Le Monde évidemment, l'AFP, et je pourrais allonger la liste pendant toute la soirée. Aujourd'hui, son écosystème est fissuré absolument de toutes parts. De nouveaux médias sont apparus. J'évoquais le mien, TV Liberté, celui pour lequel je travaille, mais il y en a bien d'autres et je les évoquerai. Ce sont de nouveaux médias et de plusieurs types, et je vais essayer de vous préciser de quel type ils sont. Alors bien sûr, tout n'est pas simple. J'évoque le pluralisme, mais ce pluralisme n'est absolument pas apaisé. Nous assistons à une bataille d'influence médiatique d'une intensité jamais vue au moins depuis les années où en fait la pensée unique a été imposée. Les tentatives de maintenir le statu quo, d'étouffer les alternatives médiatiques sont absolument incessantes. Contre Charles Aloncle, contre CNews, contre le lanceur d'alerte Pierre Sautarel de F de Souche, contre le reporter Régis Le Sommier de Merta à l'université de Béziers la semaine dernière, contre TV Liberté qui a subi il y a quelques mois une censure bancaire, contre l'OGIM que je dirige maintenant, qui est menacé avec d'autres organisations par une possible suppression de défiscalisation des dons, etc., etc., etc. Le pouvoir politico-médiatique veut absolument continuer de condamner à la mort sociale ce qu'on peut appeler les dissidents. Mais le fait est que le public, peut-être vous-même, ne fait plus confiance aux médias dominants. La confiance des Français s'érode à vue d'œil. 62% d'entre eux estiment qu'il faut, je cite, se méfier de ce que disent les médias classiques, sur les grands sujets d'actualité. Je cite un baromètre, le baromètre Verian de 2025, mais les mêmes chiffres se retrouvent à travers absolument tout l'Occident. On est sur à peu près le ratio de 2 tiers, 1 tiers. Petite exception pour la Suisse qui, j'ai appris récemment, en était à 40%, fait encore un peu plus confiance aux grands médias que ses voisins. Mais chose intéressante, 76% des sondés disent suivre ou vouloir suivre l'actualité. Alors quand on écoute les sociologues sur les plateaux télévision, ce serait un paradoxe de l'opinion qui ne se connaîtrait pas elle-même. Mais en réalité, ce qui se trame en creux entre ces deux chiffres, c'est le procès silencieux des médias dominants. L'opinion veut en réalité une information autre, une information alternative. Au cœur de ce procès, ça c'est mon propre avis, il y a, semble-t-il, une déception. Les médias dominants, pendant les années où ils ont absolument maîtrisé le narratif médiatique, ont prospéré sur une promesse. Quelle était-elle cette promesse? C'était celle d'être un contre-pouvoir. Mais ils se sont avérés être, en fin de compte, les serviteurs dociles du pouvoir en place, ou même un quatrième pouvoir. Ils ont en fait, comme on dit vulgairement, simplement abusé de leur pouvoir, qui visiblement est assez classique quand c'est le cas. Mais alors ce pouvoir médiatique, en fait, quel est-il? En quoi consiste-t-il? La meilleure façon de le comprendre, me semble-t-il, c'est par la fenêtre d'Overton. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. Personnellement, c'est un concept que j'ai trouvé fascinant, que mon ami, le rédacteur en chef, directeur de la rédaction de la revue Éléments, qui est aussi mon éditeur, a beaucoup décrit de manière très juste. La fenêtre d'Overton, c'est la parole autorisée. C'est le vrai pouvoir, en fait, c'est la délimitation du périmètre de l'interdit. C'est le discours accepté, c'est le discours interdit. Vous n'avez pas l'air de voir, je me décale. C'est le médiatiquement acceptable ou inacceptable. Et en fin de compte, c'est ceux qui fondent le discours politique parce qu'ils fondent les politiques publiques. Vous avez un petit personnage, bon, je suis navré, c'est en anglais parce qu'évidemment Overton est un politologue américain. On voit le personnage qui est en mesure de bouger sa fenêtre entre ce qui est unthinkable, impensable, jusqu'à politique publique. Et en passant par tous les degrés différents. Le cas d'école, parce que, la fenêtre, elle évolue avec le temps. Elle s'élargit, elle se rétrécit, elle se déplace. Le cas d'école, vous allez comprendre peut-être plus facilement, c'est le mariage homosexuel. En quelques années, ce qui était
en tout cas au regard de la doctrine chrétienne, un péché, est devenu peu à peu radical. Ensuite, il est devenu provoquant. Ensuite, il est devenu acceptable. Puis indispensable. Et enfin, comme vous le savez, institutionnalisé en 2013. En passant bien sûr par le mécanisme classique de la diabolisation des opposants. Donc les médias ont un pouvoir gigantesque, et cela se sait désormais. Et il y a évidemment des dissidents. Ils ont un pouvoir considérable, même si, évidemment, pour déplacer cette fenêtre d'Overton, ils peuvent compter sur, avec eux, des colloques universitaires, des organisations militantes, des partis, pour pouvoir déplacer cette fenêtre. Grâce à cela, grâce à leur pouvoir, grâce à tous leurs leviers, ils ont, pendant un demi-siècle, vendu, j'ai envie de dire, une idéologie pétrie de contradictions, mais qui a été alternativement libérale, libertaire ou socialiste, étatiste pourrait-on aussi dire. Pour faire simple, toutes les trois tendances principales de la gauche, qui ont toujours réussi, à vrai dire, à s'unir pour désigner et démolir leurs adversaires communs, en dépit de leurs différences. Les réactions absolument épidermiques aux travaux du député Charles Laloncle, durant les 6 mois de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, évidemment, le montrent. J'ajouterais que, grâce à cette enquête, on en revient à la fenêtre d'Overton, le rôle des médias publics, mais aussi de manière générale des médias, est devenu un enjeu pour la présidentielle 2027. Là aussi, donc, nous avons observé, mais dans un sens inverse, la fenêtre d'Overton changer. Alors, Charles Laloncle a lui aussi cherché à contrer ce pouvoir médiatique, il a déplacé la fenêtre d'Overton, mais la demande du public était déjà là depuis un certain nombre d'années. Peut-être vous-même consultiez-vous d'autres médias avant les travaux de Charles Laloncle, avant l'action de Charles Laloncle. Bon, j'évoquais TV Liberté, encore une fois, c'est ma crèmerie, on permettrait de vendre ma boutique. Il y a 15 ans, nous avons vu les premiers pas des médias alternatifs. TVL a été créé en 2013, cette photo-là date de quelques années. C'est grâce à 2 leviers principaux que ces nouveaux médias sont apparus. Alors d'abord, bien sûr, il y a eu ceci. Je vois que je suis filmé à l'instant aussi avec un iPhone. Ça fait à peu près depuis 2007-2008 que l'on peut faire des émissions à l'iPhone. Avec un gadget donc. On peut réaliser une émission vidéo, une émission radio, alors qu'il fallait, avant cela, une demi-douzaine de caméras et de micros pour le faire. Au début du siècle encore. Tout le monde en a profité de cette révolution. J'ai écrit un petit livre sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix, le géant américain. Dites-vous qu'en 2000, donc il y a 26 ans, Netflix était une entreprise de location de DVD par correspondance. Quand je raconte ça désormais à des journalistes qui sont plus jeunes que moi, pour eux c'est le Moyen-Âge technologique. De se dire qu'on va s'envoyer des films par la poste. Désormais, évidemment, le streaming a été inventé. Encore une fois, cette conférence est diffusée en streaming. Les émissions de TV Liberté et de tous nos autres confrères sont diffusées désormais en streaming. L'invention du streaming a bouleversé totalement la donne, grâce à YouTube, bien sûr, qui est une plateforme désormais incontournable. Après ce basculement technologique, je n'invente rien, il y a aussi le basculement économique, les financements, le nerf de la guerre, comme on dit. Donc, c'est l'importation, encore une fois, des États-Unis, donc de choses qui sont totalement, entre guillemets, étrangères à la mouvance alternative. C'est l'importation du mécanisme de la levée de fonds auprès de généreux donateurs qui a permis d'asseoir financièrement ces médias. D'ailleurs, si vous en faites partie de ces donateurs, soyez-en vivement remerciés, parce qu'en fait, vous offrez l'indépendance à ces médias-là. Et j'en viens à cela. C'est la conséquence première, à la fois de la révolution technologique et de la révolution de cette révolution économique. C'est l'indépendance. Le don permet à un média de rompre avec le modèle soit public de l'État, entre guillemets providence, ça se discutera, et bien sûr des grandes fortunes, des milliardaires sur lesquels je reviendrai. Donc tout cela a permis à ces médias alternatifs, qui existaient potentiellement déjà, Radio Courtoisie existe depuis des décennies, mais qui étaient potentiellement assez amateurs. Et grâce à ça, grâce à ces technologies, grâce à cette indépendance financière, ils ont pu, dans la décennie 2010, devenir professionnels. Ce professionnalisme, l'exigence, a permis à ces médias de basculer dans une toute autre dimension. De conquérir, en fait, l'audiovisuel, qui est réputé, et a raison, je peux vous le dire, pour être le journalisme le plus exigeant.
Donc aujourd'hui, vous êtes sans doute nombreux à consulter les médias alternatifs, TV Liberté encore une fois, Omerta, Toxin, F de Souche à l'écrit, etc., etc. TV Liberté a atteint le million d'abonnés à l'automne dernier. J'estime, allez, à 5 millions le public fidèle de ces médias alternatifs, le noyau dur. On peut l'élargir à 10, si l'on compte ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, qui ne sont pas proprement parlé des journalistes, qui sont dans une zone grise de l'information, qui sont souvent les influenceurs des électrons un peu plus libres, comme, allez, je vais en citer quelques-uns, mais je ne vais pas allonger la liste parce qu'ils sont nombreux. Idriss Aberkan, par exemple, que vous connaissez peut-être, ou les deux rivaux, Julien Rochdy et Pierre-Yves Rougeron. Soit dit en passant, 10 millions, c'est le nombre de voix qu'il faut pour envoyer un candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle. J'y reviendrai. Le public, évidemment, pourrait encore croître, parce que la demande ne faiblit pas. Du jour au lendemain, les médias essaient peut-être de s'adapter, mais ne progressent pas forcément. Le public pourrait croître aussi en raison de la technologie. Vous êtes peut-être nombreux déjà à regarder les médias alternatifs, ou en tout cas une information alternative, sur votre téléviseur. 20 millions de Français, selon les chiffres du printemps dernier, regardent YouTube, la plateforme YouTube, sur leur téléviseur. Donc le JT de TF1, le JT de France 2, que j'évoquais il y a quelques instants, est désormais en concurrence directe avec les contenus alternatifs. Désormais, il vous suffit de zapper. Si vous n'aimez plus ce que dit Léa Salamé sur France 2, vous pouvez tout de suite zapper et vous pouvez ne pas tomber directement sur Gilles Boulot sur la chaîne d'à côté. Vous pouvez directement aller écouter ou regarder Élise Blaise ou d'autres, si vous voulez. Encore une fois, c'était impensable il y a 20 ans. Et je dis Élise Blaise, ou ça peut être, bien sûr, Pascal Praud sur CNews. Nous allons évoquer désormais le cas CNews. CNews, après l'essor des médias alternatifs au début de la décennie 2010, un poids lourd est intervenu en 2018. Je parle CNews, et avec lui, avec la chaîne, le JDD, le journal du dimanche, et Europe 1. On en entend énormément parler en ce moment, puisque bien sûr, ce média appartient à Vincent Bolloré. C'est lui qui concentre la fureur du système médiatique dominant. Alors c'est un cas très intéressant, CNews. CNews est-il un média alternatif? D'ailleurs, je vais vous demander, ce sera intéressant pour vous, à main levée, CNews est-il un média alternatif selon vous? Ceux qui pensent oui peuvent le dire. Donc, allez, peut-être un BFM autrement. Alors peut-être un quart, un tiers de la salle pense oui. Alors, j'ai tendance à penser que non, ce n'est pas un média alternatif. Mais ce n'est pas non plus un média dominant, un média mainstream, comme on dit. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un média de transition, entre guillemets. La formule n'est pas de moi, elle est de Martial Bild. Laurent me disait que Martial Bild était venu il y a quelques temps. C'est l'ancien directeur général de TV Liberté. Et donc, il y a eu une formule très heureuse. Il a très bien compris, très bien cerné, me semble-t-il. Bon, c'est un ami, d'accord, bien sûr, je peux quand même le flatter. Il a quand même très bien cerné le phénomène. C'est un média de transition, qu'est-ce que c'est? C'est un média qui a permis une évolution vers le pluralisme médiatique. Concrètement, CNews a évoqué dès sa création des sujets qui étaient jusque-là minorés, ou même pire, passés sous silence par les médias dominants. L'immigration de masse, au hasard, l'insécurité, bien sûr, la fiscalité écrasante, évidemment. Mais un média de transition, c'est aussi un média qui conserve des modes ou des réflexes propres aux médias dominants, aux grands médias. Bon, évidemment, le modèle de grande fortune, à mon sens, évidemment, plus puissant et moins fragile que le modèle des petits donateurs, mais aussi, bien sûr, moins indépendants. D'ailleurs, aujourd'hui, les audiences de CNews sont globalement en baisse depuis le début de l'année. Elle était la première chaîne d'information il y a un an. Depuis 2 mois, elle pointe plutôt à la 3e place. Peut-être reviendra-t-elle en haut du podium, mais en tout cas, pour l'heure, aujourd'hui, elle est à la 3e place. L'édition matinale de l'heure des pros, donc de Pascal Praud, a perdu 50% de son audience, de 600 à 300 000 spectateurs. Et un peu moins, l'érosion est un peu moins forte le soir, 10-15%, on est passé de 750 à 650. On évoque bien sûr, peut-être à raison, les départs de 2 des 6 journalistes vedettes, Sonia Mabrouk,
Morandini, à la suite d'une histoire plus ou moins sordide, mais aussi l'épuisement du modèle qu'on appelle, entre guillemets, du talk show, de la discussion, du débat, des débats qui, pour les critiques, pour les détracteurs de CNews, n'en sont pas. Il y a bien sûr le manque de reportage journalistique. Et enfin, une ligne éditoriale très marquée par les crises internationales, notamment sur les crises du Moyen-Orient. En fait, donc s'il fallait faire un bilan, et encore une fois c'est un bilan très, très personnel, de CNews, il y a eu beaucoup de bons, mais il y a quand même un bon aspect pour le pluralisme, une bonne nouvelle, c'est que l'existence d'un tel, à vrai dire, un tel géant, par rapport à certains autres médias alternatifs, son existence n'épuise pas le besoin d'autres informations, d'alternatives médiatiques. Même si vous consommez CNews, pardon, excuse-moi, mais si vous regardez CNews, vous regardez peut-être autre chose. Sur toutes les crises, le Covid, le Moyen-Orient que j'ai évoqué à l'instant, l'Ukraine, et peut-être bientôt avec l'élection présidentielle, le besoin d'alternatives informationnelles se fait toujours sentir. Et en fait, le public alternatif, ça je l'ai compris petit à petit depuis 10 ans en travaillant pour des médias qui ne faisaient pas partie du mainstream, le public alternatif est un public en réalité très curieux, très exigeant. Les journalistes des médias dominants disent ce public-là, ce sont des complotistes, ce sont des extrémistes, etc., qu'il a des idées arrêtées, alors peut-être, quelquefois, mais ça c'est voir le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est ce que je viens de dire. Ce qui me frappe, c'est que ce public-là veut des réponses. Il veut aller au fond des choses. Il confronte en réalité les sources parce qu'il consomme différents médias. Il les compare. Il lit, il consulte des médias du mainstream, même indirectement, sur les réseaux sociaux, etc., ou via l'intelligence artificielle. Il écoute ou regarde CNews, mais aussi il va écouter Toxin ou que sais-je. En fait, le public alternatif vit déjà depuis un certain nombre d'années le pluralisme médiatique. Et à cet égard, il a été absolument avant-coureur. Je ferme cette digression. J'ai évoqué à l'instant CNews et Bolloré, et j'en viens en fait à un problème absolument central qui rejoint la question de la promesse manquée des médias dominants. Nous pouvons passer à la suite. Cette question-là, ce problème-là, c'est celui de l'influence, qui suscite évidemment beaucoup de méfiance de la part du public, peut-être de vous-même. Donc vous le savez, le système médiatique, il est pyramidal. Ceux qui possèdent les médias, au hasard cela, possèdent aussi de l'influence. Bernard Arnault, première fortune française, il a les mains sur les Échos et le Parisien. Xavier Niel sur le Nouvel Obs, Le Monde, Télérama, et sur la maison de production Media One, dont nous avons beaucoup entendu parler pendant la commission d'enquête. Mathieu Bigas, lui, c'est le groupe Combat, Les Inrecuptibles, Radio Nova, le Huffington Post, et lui aussi, comme par hasard, Media One. Le Tchèque Daniel Kretinsky, c'est Marianne. Saadé, qui a un empire maritime, il a aussi un empire médiatique. BFM TV, RMC, La Tribune. Et puis bien sûr Bolloré, que j'évoquais, CNews, le JDD Europe. La gauche de gauche, quand on les écoute, eh ben, l'information, elle est dans la main des milliardaires. Bon, bah, le problème, c'est que la gauche de gauche, elle oublie quand même un gros détail, c'est que le plus puissant des propriétaires, c'est l'État. 4 milliards de dotation de l'audiovisuel public, vous le savez déjà depuis la commission Loncle, et j'y reviendrai. L'influence, je vais vous dire, elle a augmenté au gré des ans. Pourquoi ? J'ai un peu enquêté au sein de la grande presse. Un contact avisé m'a donné son avis et me disait qu'en réalité, le modèle des grandes fortunes, il existait déjà au siècle, pardon, même pas au siècle dernier, au siècle d'avant, au 19e siècle. Mais autrefois, il y a 40 ans, le modèle en fait était plus vertueux. Pourquoi ? On s'abonnait à un journal. Grâce aux abonnements, celui-ci était rentable. Bien sûr, l'investisseur pouvait s'offrir de l'influence au passage. Mais il avait aussi et surtout un retour financier sur son investissement. Mais en fait, tout ça a explosé depuis la révolution Internet. À cause d'Internet, donc depuis au début des années 2000, l'investisseur n'a plus son retour financier sur son investissement. Le seul retour financier
le retour sur investissement qui lui reste n'est plus financier. Le retour est politique, c'est l'influence. Donc le système, me semble-t-il, est encore plus vicié qu'il ne l'était par le passé. Internet, encore une fois, a fait exploser le système et la presse écrite, aussi au passage, est en train de s'effondrer. Le Monde, parmi la grande presse, est le seul à s'en tirer avec, le mois dernier, 600 000 abonnés numériques grâce à une stratégie de paywall, comme on dit, c'est-à-dire de barrière d'abonnement à l'abonnement. Vous ne pouvez pas lire l'intégralité d'un article si vous n'êtes pas abonné au Monde. Les titres de presse, désormais, tremblent face à Google et maintenant face à ChatGPT. Puisque désormais, les annonceurs, les pubs, préfèrent vendre leur publicité aux GAFAM, c'est-à-dire aux géants du web. Conséquence, la presse écrite a perdu 700 emplois chaque année depuis 15 ans, soit près de 11 000. Et encore, nous sommes à la veille de la révolution de l'intelligence artificielle, et je vais en parler un peu plus tard. Donc je disais que Le Monde, c'est 600 000 abonnés numériques. Le Figaro, 400, un peu moins, ils ne sont pas à l'équilibre. C'est d'ailleurs à peu près autant que le nombre d'exemplaires qu'ils vendaient dans les années 70-80. Mais le fait est qu'en termes d'influence, aussi au niveau des médias, ces quotidiens ont perdu de leur superbe. Leur influence, concrètement, n'est plus ce qu'elle était. On était autrefois, il y a quelques décennies, on était lecteur du Monde, lecteur du Figaro, lecteur de Libé. Il y a 20 ans, quand j'étais étudiant, on voyait encore, entre les étudiants, qui lisait quoi, qui choisissait Libé ou La Croix, etc., et la gardait dans la poche de son manteau pendant la journée. Aujourd'hui, évidemment, plus personne ne peut identifier les autres étudiants ainsi. Ce que je voulais dire, bien sûr, c'est que désormais, de moins en moins, la lecture du quotidien n'est plus un rituel du matin. On ne regarde plus le JT le soir, on ne lit plus le quotidien, en tout cas de moins en moins le matin. Désormais, ces grands médias sont consultés, consommés en même temps que les autres. Et pour survivre, eh bien, ils sont tous contraints de miser sur ce qui les a tués, à savoir Internet. Alors, je vous disais qu'il y avait le basculement idéologique, le basculement technologique. Il est lié aux autres. Enfin, ce troisième basculement générationnel est aussi lié aux deux premiers, évidemment. Quelques chiffres. 44% des 18-24 ans, 38% des 25-35 ans, affirment que leur principale source d'information est là, via les réseaux sociaux. Ils s'informent via les réseaux sociaux, selon une étude du Reuters Institute de 2025. Toujours selon cette étude, un quart des jeunes de moins de 35 ans, consultent au moins une fois par semaine un YouTuber qui a 28 ans, qui s'appelle Hugo Décrypte, que vous connaissez peut-être. Toujours selon la même source, le Reuters Institute, il est davantage, Hugo Décrypte, cité par cette génération que Libé, Le Figaro et Le Monde réunis. C'est vous dire le poids du bonhomme. Et il est évident que son public ne se mettra pas à lire Libé une fois la crise de la quarantaine venue. Donc les modes de consommation, de toute façon, ne reviendront pas et seront changés. Alors bien sûr, éditorialement parlant, Hugo Décrypte, si vous le connaissez, il est au milieu, c'est l'incarnation même du mainstream. Et c'est très ironique d'ailleurs, parce que quand on regarde ses sources, qui l'indiquent d'ailleurs de manière très transparente, ça reste Le Monde, l'AFP et les médias de ce genre. Il n'a, à mon sens, aucune originalité, si ce n'est celle de présenter son journal télévisé en pull à capuche. Un commentateur, il y a quelques jours, sous une émission, me disait « Ah, Hugo Décrypte, mais on dirait une intelligence artificielle. » J'ai trouvé le commentaire assez pertinent. Malgré cela, eh bien, il cumule 20 millions d'abonnés sur toutes les plateformes confondues. Et puis, il emploie quand même 25 personnes, ce qui est beaucoup pour un jeune entrepreneur de 29 ans, et ce qui est très peu face aux mastodontes médiatiques qu'il est en train de doubler. Évidemment, encore une fois, on en revient là, les nouvelles technologies permettent de faire plus avec beaucoup moins. Ils sont dans l'air du temps, c'est évident. Tout le modèle né des réseaux sociaux est basé sur la subjectivité, la personnalité, l'incarnation. Avec Hugo Décrypte, j'ai eu envie de citer Guillaume Play, qui à mon sens a plus de talent, de Legend, très bon intervieweur en fait,
ou encore Rémi Buzine, qui est un peu moins connu, qui travaille sur Brut, et qui a été un des précurseurs du streaming en manifestation. Si vous avez vu des manifestations en streaming des Gilets jaunes, il y a de fortes chances pour que ça soit lui. Ou avant des Gilets jaunes, de Nuit debout, etc. Brut, d'ailleurs, accessoirement, a été racheté par Saadé, donc, qui est propriétaire de BFM TV, comme je le disais il y a un an, qui a bien compris qu'il fallait récupérer les jeunes générations. Donc vous avez là en fait trois figures du nouveau journalisme, j'aurais pu en rajouter une demi-douzaine. Ce qu'ils font, c'est beaucoup d'infotainment, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire d'être à la croisée de l'information et du divertissement. Et bien sûr, derrière cet infotainment, il y a du business. Sur son site internet l'année dernière, ça a disparu depuis, Brut annonçait triomphalement, donc le troisième média, que, je cite, 59% de son audience avait déjà changé de comportement ou demandé à ses proches de changer de comportement après avoir regardé une vidéo Brut. C'est un appel du pied, évidemment, pour les annonceurs. On est dans l'influence et le marketing, et donc dans la zone grise du journalisme. Toute la question est de savoir si le journalisme traditionnel a déjà perdu face à ce journalisme d'un nouveau type. Chose notable, les médias d'extrême gauche n'ont eu aucune peine à s'adapter à ces nouveaux formats. Pourquoi ? Il me semble qu'ils ont toujours maintenu un flou entre leur culture activiste, entre leur culture militante et le journalisme. Ils ont toujours, à l'extrême gauche, assumé un journalisme d'opinion, comme on dit, qui est aujourd'hui évidemment très en vogue. Je disais que TV Liberté, c'était 1 million d'abonnés sur YouTube. Blast, à la gauche radicale, c'est 1,6 million, ce qui vous donne une petite idée du rapport de force et sur le fait que la partie est très très loin d'être jouée. Blast, c'est 1,6 sur YouTube, c'est aussi 700 000 sur Instagram, la plateforme Instagram très fréquentée par les jeunes. Street Press, sur la même plateforme Instagram, c'est 500 000 abonnés. Et même l'Humanité, qui se refait, à vrai dire, une nouvelle jeunesse sur les réseaux, qui atteint aussi à peu près autant, un demi-million de personnes. D'autant plus, évidemment, que l'Humanité n'a absolument aucun scrupule et se nourrit de toutes les aides publiques possibles et imaginables. Près de 6 millions d'euros d'aide à la presse en 2024, 6 millions quand même, pour l'Humanité, qui est donc l'un des titres les plus aidés. Donc, face à ces révolutions, les médias sont contraints au changement et les journalistes avec eux. Ce qui est amusant, évidemment, c'est de se dire que le journalisme n'est pas le plus vieux métier du monde, même si quelquefois ça y ressemble. Mais ce que je voulais dire, derrière cette plaisanterie, c'est que le journalisme, en fait, n'a pas toujours existé. Et il pourrait tout à fait disparaître. Logique. En haut de la pyramide, on trouve Pascal Praud, Léa Salamé, Apolline de Malherbe. Mais plus on descend, plus les fins de mois sont difficiles. Surtout en ce moment. Désormais, la plupart des journalistes sont touchés par la précarisation, surtout les plus jeunes, qui sont condamnés à piger, comme on dit. Ils ne sont pas sous CDI, et ils vont aller proposer leurs articles aux médias, quelquefois participer aux réunions de rédaction le matin. Certains collègues qui ont vécu ça me disaient que c'est pas évident comme exercice de vendre son papier quand on est en concurrence avec les permanents, parce que concrètement, quand on ne parvient pas à imposer son papier en salle de rédaction, le matin, en conférence de rédaction, le soir, potentiellement, il n'y a pas de dîner. Donc, malheureusement, la face cachée de ces mésaventures, c'est que ça n'aide absolument pas à l'indépendance et au courage journalistique des jeunes journalistes. Vous vous en doutez bien. Et puis, tout cela rentre dans un contexte plus vaste, évidemment, qui a été décrit maintes fois, par exemple Xavier Aimont, que je vais évoquer, c'est que la profession journalistique a évidemment assuré sa propre endogamie, renforcé la reproduction de sa caste via les écoles de journalisme, ou encore via la carte de presse, qui est aussi une barrière. Dès 2003, François Ruffin, qui est aujourd'hui député d'extrême gauche, s'était attaqué à la formation des journalistes en publiant, 1 an après sa sortie d'une école de journalisme, un petit brûlot intitulé « Les petits soldats du journalisme », jugeant n'avoir appris en école qu'à, je cite, « recopier l'AFP, produire vite et mal, imiter les concurrents, critiquer les livres,
sans les lire bien sûr, ne surtout plus penser, trembler devant sa hiérarchie. La même critique existait déjà, la même critique existe toujours. Aude Lancelin, autre journaliste plutôt de gauche, disait, très intelligemment, l'autocensure est la règle chez les journalistes. Dans son essai qui a été publié donc par Le Gym, Formatage continu, Xavier Aimant, qui est rédac-chef de la revue Éléments, a dénoncé la standardisation de la pensée et des pratiques journalistiques, expliquant que les aspirants journalistes sont taillés pour devenir parfaitement interchangeables. Alors Xavier a passé au crible les programmes, les intervenants et les anciens diplômés des écoles de journalisme, et il souligne en fait l'omniprésence de travaux pratiques ayant en fait les mêmes obsessions. Libéral, libertaire et socialiste comme d'habitude. Le droit des personnes LGBT, les violences policières, la domination patriarcale. Allez essayer de trouver un travail avec ça après. Et ce, jusqu'à provoquer chez les étudiants une forme de schizophrénie en leur faisant dire ou écrire le contraire de ce qu'ils pensent. Et puis sociologiquement, son constat était clair, la grande majorité des étudiants restent issus de la bourgeoisie citadine des centres-villes. Donc c'est un constat qui a été d'ailleurs discuté par Salomé Saké, qui a travaillé au Média Blast, qui est une journaliste d'extrême gauche, et qui trouvait que ça se diversifiait un peu plus. Grâce à un mécanisme, le mécanisme de l'alternance, qui permettait à des jeunes un peu plus défavorisés de devenir journalistes. Bon, je veux bien ouvrir ça au débat. Ça fait partie des évolutions qui sont perceptibles au sein du journalisme. Autre évolution perceptible, une nouvelle école a été rachetée par un consortium d'actionnaires, absolument détesté par la gauche. C'était l'École supérieure de journalisme l'année dernière. C'est la plus vieille école française d'ailleurs de journalisme. Il y a parmi les actionnaires Bolloré, Saadé, le milliardaire chrétien catholique, Sterrin aussi. Selon mes informations, ces milliardaires ont été un peu irrités par les levées de boucliers à chaque fois qu'ils prenaient en main un média, par les grèves à répétition, etc., quand ils rachetaient des médias. Alors ils se sont dit qu'il fallait changer l'état d'esprit des journalistes, en passant par la case école. Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais à vrai dire, j'ai envie d'objecter, ce sera comme CNews, ce sera pas mal, ce sera un pas en avant, ça ajoutera un peu de diversité et de pluralisme, mais ce sera pas idéal. En fait, ce que j'espère, c'est encore une fois un jugement très personnel, c'est que la droite médiatique ne reproduira pas en fait les mêmes travers que la gauche, à savoir de reproduire l'entre-soi parisien et les mêmes obsessions. Donc je disais il y a quelques instants, les journalistes sont contraints au changement et ils font face à d'innombrables tensions. Cette tension est aussi peut-être résumée en fait entre le paradoxe, les deux attraits, entre d'une part l'authenticité et les nouvelles technologies. L'un va, à mon avis, évidemment avec l'autre. On s'enracine, on s'émancipe, c'est deux tensions inhérentes à l'humanité, dit mon ancienne professeure de philosophie, Chantal Delsol. Aujourd'hui, en fait, si vous demandiez il y a 20 ans aux journalistes ce qui les motivait, pourquoi voulez-vous devenir journaliste ? Ils vous y répondaient, je voudrais avoir de l'influence, je voudrais changer l'opinion. En fait, désormais, selon les études journalistiques, quand vous leur posez la même question, ils répondent « je veux donner la parole aux vrais gens ». Là, il y a eu un basculement générationnel. Il y a un souci d'authenticité parmi les nouvelles générations, qui est assez rassurant d'ailleurs, comme le pluralisme. Techniquement, on le voit dans de nouveaux formats vidéo. Alors là, j'ai mis une capture écran avec ce qu'on appelle les facecam, qui sont réalisables avec un simple iPhone, sur un fond bleu, et en fait, c'est un plan fixe sur une personne qui va raconter sa propre histoire. Vous en avez peut-être vu des dizaines, des centaines sur les réseaux sociaux. C'est un format qui est apparu il y a 10 ans à peu près, qui était évidemment, qui pouvait déjà exister avant, mais qui est désormais systématisé. Alors évidemment, c'est coupé, c'est monté, etc. Il peut y avoir un côté inauthentique, mais malgré tout, il peut y avoir en fait un rapport à la personne qui répond à cette exigence d'authenticité. Et puis il y a bien sûr, évidemment, le renouveau, par exemple, du micro-trottoir, qui est un exercice qui existait depuis longtemps. On s'en rappelle, on voit souvent des images noir et blanc de l'INA avec des micro-trottoirs dans les années 50, 60. Mais il y a ce renouveau-là sur les réseaux sociaux
Évidemment, c'est un exercice qui est aussi ingrat qu'intéressant à réaliser, ça je peux vous le dire d'expérience, puisqu'on a évidemment un rapport au public qui a d'ample mérite. Mais il y a ce conflit entre l'authenticité et l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est l'intelligence artificielle, c'est évidemment un énorme sujet, j'en parle tous les jours, j'en débat tous les jours. Des chiffres sont récemment tombés. 19 postes de rédaction, de secrétaires de rédaction ont été supprimés dans le groupe Infopro, qui inclut notamment Usine Nouvelle. Et sont concernées les tâches de relecture, de correction, de cohérence éditoriale, parce que les secrétaires de rédaction, pour vous expliquer comment fonctionne une rédaction, peuvent seconder les rédac-chefs, les chefs d'édition. Fin mars aussi, 260 postes ont été supprimés dans Prisma Media, qui appartient à Bolloré, dont 90 journalistes. Le point, 40 suppressions. Ça, c'est en grande partie dû à la révolution de l'intelligence artificielle, puisqu'on peut automatiser un certain nombre de tâches. Mais il n'y a pas que du mauvais, évidemment. Je vais vous livrer une anecdote. Il y a 3 ans, j'étais rédacteur en chef d'un site internet. J'étais seul, alors que nous devions être 4, avec 10 journalistes. Donc j'étais seul avec 4 journalistes et demi. Je travaillais 70 heures par semaine, parce que je cumulais ce travail-là avec mon émission de TV Liberté. Au bout de quelques mois, ma femme m'a demandé d'arrêter, au bout d'1 an et demi, et évidemment, elle avait raison. 70 heures, c'était intenable. 3 ans plus tard, l'intelligence artificielle a totalement explosé. Et désormais, comme Laurent l'expliquait, je travaille à la fois, je dirige l'Observatoire du journalisme, et j'ai toujours mon émission chez TV Liberté. Je travaille plus 70 heures, je travaille 50 heures par semaine. C'est pas mal, c'est 20 heures de gagner. 20 heures de gagner comment? Avec l'intelligence artificielle. Et encore, je suis plus productif. Parce que l'intelligence artificielle, pour un journaliste, ça permet de rechercher plus vite. J'ai réalisé cette conférence grâce à des recherches sur l'intelligence artificielle. J'ai aussi réalisé les images que vous voyez, qui sont très simples, en grande partie grâce à l'intelligence artificielle. En fait, l'IA, comme on dit, m'a offert un adjoint et un graphiste. L'IA est un très bon exécutant quand on n'a pas les moyens d'en avoir, l'Observatoire du journalisme étant une organisation très modeste. Le problème, c'est que les jeunes journalistes demandent de plus en plus à l'IA de générer les articles. Ils se forment de moins en moins à l'écrit. La base, évidemment, le b.a.-ba du journalisme. Au niveau du journalisme, aussi, ça va accélérer le déplacement vers l'audiovisuel, qui s'accélère, mais qui va l'être encore davantage. Pourquoi? Parce qu'on a un besoin d'humain dans l'audiovisuel, on a besoin de quelqu'un de parler, même si on peut doubler, encore pour l'instant, la voix est encore très robotique. Mais évidemment, l'IA, comme son nom l'indique, est une intelligence artificielle. C'est une intelligence, pour l'instant, encore moyenne, même si elle peut être très pertinente. Elle peut être meilleure que les moins bons. Elle se base, en fait, sur l'état actuel des connaissances, sur l'existant. Elle le fait mieux, évidemment, qu'un mauvais stagiaire, mais le risque, c'est de déléguer, pour les journalistes, la pensée et la création à l'intelligence artificielle. Les jeunes utilisent l'IA, et l'IA les remplace. Elle va, clairement, éliminer les juniors. 11 000 postes, je le disais, dans la presse écrite ont été supprimés depuis 2010, et cela va clairement s'accélérer. Je passe à ce constat technologique, qui a du bon et du mauvais. Et j'en viens à une évidence, les médias ont subi en fait d'innombrables secousses que je vous décris depuis 25 minutes, depuis 15 ans. Et la dernière secousse très médiatique, très polémique à laquelle nous avons assisté, c'est évidemment le rapport et les travaux de Charles Aloncle. Je vous le disais, Charles Aloncle, il a lui aussi déplacé la fenêtre d'Everton avec une efficacité redoutable. En 6 mois, 70 auditions, un travail d'ampleur pour inciter à la réforme de l'audiovisuel public. Il le disait dans un entretien accordé à Le Gym il y a quelques semaines, il n'a pas voulu la privatisation des chaînes publiques, contrairement à Jordan Bardella ou Sarah Knafo, mais il a mené un travail très pratique. Bon, c'est un jugement très personnel, mais il y a de quoi être très admiratif. C'est rare
un politique qui s'attaque aux médias, parce que d'habitude, comme on dit, ce sont des médiagogues, ils veulent plaire aux médias. Donc on a de quoi être très admiratif, et aussi de ce qu'il a révélé. Il a fait un travail quasi journalistique. D'ailleurs, il a rapporté dans une interview qu'il avait été contacté par des sources qui lui écrivaient en passant par des messageries cryptées, bien sûr, par peur d'être découvertes. On s'imagine ensuite des rencontres dans des parkings, la nuit, obscure, pour lui transmettre des dossiers sous le manteau, etc. Je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité avec cette description-là. Parce qu'en fait, il y a eu un climat anxiogène dans les médias qu'il a attaqués. La peur, concrètement, en quelques semaines, a changé de camp. Pendant des années, je le disais, les journalistes et les dirigeants de ces médias étaient moralisateurs, ils ont imposé leur agenda, leur idéologie libérale, libertaire, socialiste, ils ont intimidé leurs opposants, les qualifiant encore une fois de complotistes d'extrême droite, etc., ou, je cite, de mâles blancs de plus de 50 ans, comme le disait évidemment Delphine Ernotte. Cette fois, les médias ont dû répondre aux questions, les projecteurs étaient braqués sur eux, ils ont dû rendre des comptes, et évidemment, ça ne leur a pas plu. Alloncle a proposé de couper de 25% la dotation de 4 milliards, actuellement financée par la TVA. Soit dit en passant, si on rapporte cela à la population, chaque foyer français paie 130 € par an pour ces chaînes de l'audiovisuel public. Je vous laisse me dire si vous souhaitez diminuer votre contribution financière. Alloncle a évidemment critiqué le manque de neutralité des journalistes du service public, mais il a surtout, et c'est là son grand apport, révélé, entre guillemets, la privatisation du service public. J'ai mis des guillemets? Non, j'aurais dû en mettre. Puisque 850 millions d'euros sont captés chaque année par des maisons de production, notamment Media One, que j'ai évoqué il y a quelques instants, à hauteur de 110 millions d'euros. Une boîte fondée donc par ceux que vous avez vus à l'écran, Xavier Niel et Mathieu Pigasse et d'autres. Mathieu Pigasse qui, rappelons-le, ne cache pas son désir d'influence, de mener, je cite, une guerre culturelle contre l'extrême droite. Je vais vous résumer les propositions de Charles Alloncle, si cela vous a échappé. Le premier axe, c'était les fusions, suppression. La fusion de France 2 et de France 5 pour créer une grande chaîne généraliste, unique, mais aussi France Info, France 24, donc les médias internationaux aussi. Les réseaux France 3 et Région et ici, donc ex-France Bleu, seraient réunis. Et puis, bien sûr, suppression pure et simple de France 4, France TV, et de la radio Move. France TV /, c'est le média très destiné, soi-disant, aux jeunes, très woke, comme on dit, etc. Deuxième axe, ensuite, le deuxième axe majeur, une réduction des 3/4 des budgets de jeux et de divertissement de France Télévisions, soit 122 millions d'euros d'économie. Et le budget sport serait quant à lui réduit d'1/3, et toutes les émissions de télé-réalité pure seraient supprimées. Évidemment, neutralité. Il exige la neutralité. Les présidents de France Télévisions, de Radio France et de l'INA seraient à nouveau nommés directement par l'Élysée, comme en 2013, mais avis conforme des parlementaires et de l'ARCOM. À vrai dire, j'en ai débattu avec des contributeurs de l'OG, mais je suis très favorable à cette réforme, parce qu'il s'agit donc de politiser de nouveau le mécanisme, mais la politisation a une contrepartie, c'est la transparence. On peut parler du modèle américain, on pourrait s'imaginer des auditions comme au Sénat, etc., ou comme à l'instant devant la commission d'enquête. Mais tout cela pour faire publiquement les choses, plutôt que de laisser à l'état profond culturel, médiatique, manigasser dans son coin, comme en imposant Delphine Ernotte il y a 11 ans, ou la reconduire, encore une fois, ça s'est fait, à huis clos. On se demande pourquoi. Ensuite, il y a une obligation qui est assez nécessaire, c'est l'obligation de neutralité stricte pour tous les collaborateurs, y compris sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de journalistes de l'audiovisuel public qui sont journalistes le jour et qui commentent l'actualité qu'ils font en donnant un avis particulièrement politique, militant, antifasciste, etc., sur les réseaux sociaux. Il y a déjà des chartes, mais ce serait pas mal de les appliquer avec des sanctions disciplinaires. Parce qu'encore une fois, ce sont des journalistes du service public. Et puis ensuite, pour en revenir à Media One, à la privatisation du service public, il est possible aussi de réinternaliser progressivement la production, c'est ce que propose donc encore une fois Charles Alloncle, pour réaliser les économies et durcir évidemment les exigences avec ces maisons de production. Donc, en fin de compte, ce
qu'il exige, c'est de recentrer sur les missions historiques du service public, informer, cultiver bien sûr, mais avec moins de contenu jugé militant ou hors périmètre. Alors, il y a un effet à l'oncle. La peur a changé de camp, j'ai dit. Déjà, j'en parlais à des élus de droite qui me disaient « c'est bizarre, là, depuis quelques mois, la tonalité, quand on a des interlocuteurs, des producteurs comme on dit, qui nous appellent pour des entretiens, la tonalité a un peu changé. On nous invite à des débats, à des émissions qui ont lieu plus tôt, et pas à minuit sur France je sais pas quoi, ou qui sont écoutés par 10 personnes. » Il y a un effet à l'oncle. L'Arcom a publié hier un rapport qui répond aux accusations sur la partialité de l'audiovisuel public avec 19 recommandations. Alors je vous avouerai que le rapport fait 100 pages, c'était hier, je dois encore approfondir la question. Mais à première vue, il y a quelque chose d'encourageant. L'exigence écrite d'impartialité. L'Arcom évoque aussi la gestion de l'humour qui pourrait exclure une partie du public. En clair, hein, vous l'avez vu peut-être sur... Bon, c'était pas l'audiovisuel public nécessairement, quoique. Il y a eu une grande polémique il y a un mois sur des banquets qui s'appellent le canon français, etc. Et beaucoup d'humoristes, évidemment de gauche, ont moqué ces canons français. Bon, ça pose problème parce que c'est quand même c'est toujours les mêmes cibles. L'humour, très bien, mais bon, si c'est toujours les mêmes cibles, on commence à se poser des questions et potentiellement à trouver ça un peu moins fin. Donc l'Arcom évoque cela. L'Arcom aussi évoque désormais l'exigence de garantir l'équilibre entre invités, plus seulement en fonction de leur affiliation partisane, mais de manière plus large aussi pour les experts. Il y a 10 ans, j'ai eu accès aux fichiers de plusieurs émissions de radio de France Culture. Culture Camp, comme disait France Culture Camp, comme disait Rémi Drag. Il y avait 900 noms. Et je cherche ma professeure de l'époque, Chantal Delsol, qui est une professeure de philosophie, de droite, catholique, etc. Je me dis, elle est souvent allée là-bas, qu'est-ce qu'ils disent d'elle? Et je vois que son descriptif, c'est philosophe de droite. Pourquoi? Parce que les 899 autres contacts étaient des contacts de gauche. Donc c'est dire à quel point on était il y a 10 ans, et quand l'Arcom évoque cela, bah, c'est un signe. C'est ce qu'on peut appeler un effet à l'oncle. Alors l'Arcom réagit ainsi, il faudrait que j'approfondisse encore une fois ce rapport. Malheureusement, Delphine Ernotte, elle a riposté dès la publication du rapport le 5 mai pour masquer sa gestion calamiteuse à la tête de France Télévisions. Je cite, « En réalité, le rapport élude les vrais enjeux d'avenir, la désinformation, la concurrence des grandes plateformes internationales, la pérennité de la création française et européenne. » Donc la première chose qu'elle a évoquée, c'est la lutte contre la désinformation, et ça tombe bien parce que c'est quelque chose que je voulais évoquer avec vous. C'est un phénomène, la désinformation, qui était sur toutes les bouches pendant 10 ans. C'est un phénomène que les médias dominants n'ont eu de cesse, oui, c'est réalisé par intelligence artificielle, sauf évidemment l'écran, enfin Julien Pain qui dirige Vrai Faux. Cette lutte contre la désinformation reflète à merveille la logique de caste et l'entre-soi journalistique que j'évoque depuis une demi-heure. C'est l'état profond médiatique en action. Ça a été l'un des leviers les plus importants de cette caste médiatique pour conserver son pouvoir depuis 10 ans. Alors bien sûr, c'est évident, les fausses informations sont dérangeantes. Quand je vois quelque chose de faux, ça m'ennuie, ça m'empêche de faire mon travail. Les fausses informations, ça existe, hein, c'est sûr. Elles peuvent être dangereuses, comme la rumeur l'était autrefois. D'ailleurs, encore une fois, l'ironie de l'histoire, c'est que la rumeur a déjà créé des révolutions, et donc on se retrouve face à ce même phénomène quasi révolutionnaire. Mais cette fois, c'est l'élite actuelle qui est confrontée à cela. Ce qui est dérangeant aussi, c'est qu'en fait, elle l'utilise comme paravent à une censure sélective. Les cibles, encore une fois, comme l'humour, sont toujours les mêmes. Surtout si c'est Julien Pain de France Info qui tient le micro. C'est l'extrême droite, c'est les complotistes, et parfois, je veux bien leur accorder, c'est la France insoumise, quelquefois ils le font pour se donner bonne conscience. Mais jamais, ou presque, les médias dominants ne sont mis en cause pour leurs propres erreurs ou leur silence coupable sur les sujets qui fâchent. Delphine Ernotte, encore une fois, à l'instant, l'utilisait pour détourner notre regard de sa propre gestion.
En fait, le fact-checking, comme on dit, c'est ce que les sociologues appellent une norme de conformité. C'est une barrière à l'entrée de la profession journalistique, barrière qui n'en manque pas, j'ai évoqué les cartes de presse, les écoles, etc. Elle permet de légitimer le journalisme traditionnel face à la concurrence des journalistes citoyens sur les réseaux sociaux. Donc en fait, de les exclure. Donc de garantir, encore une fois, l'endogamie de la caste. Exemple très simple, exemple éloquent, il y a quelques jours, le lanceur d'alerte Pierre Sotarel, qui était l'un des précurseurs de la réinfo, avec F de souche, se prend des campagnes sur campagne qui lui empêchent de lever des fonds pour son site via une banque en ligne, enfin une cagnotte en ligne. Tout en haut de la pyramide, quand Emmanuel Macron a proposé en novembre 2025 un label officiel de, je cite, source fiable, il voulait confier la définition de ce label à la corporation elle-même. Donc il a failli en fait légaliser cette norme de conformité qui est déjà prégnante et omniprésente. Évidemment, derrière tout cela, il y a des intérêts financiers. L'État profond médiatique finance indirectement la police du discours sans assumer ouvertement la censure. Entre 2015 et 2025, la période que j'évoquais, le fact-checking est devenu une véritable industrie, alors même où les médias étaient fragilisés et cherchaient donc à se défendre. L'AFP, soit dit en passant, l'AFP, si vous avez déjà eu accès à la plateforme AFP, c'est quand même une très belle entreprise, très efficace, même s'ils ont moins de moyens, et c'est un outil qui, à vrai dire, a beaucoup d'utilité. Mais je continue, je recommence sur le procès. L'AFP touche 150 millions d'euros par an de compensation de missions d'intérêt général. 150 millions d'euros. Vous vous doutez bien que le fact-checking de son organe AFP factuel est un argument de poids pour obtenir ces 150 millions d'euros chaque année. Donnez-nous de l'argent, nous, on fait le travail de réinformation, enfin, de fact-checking. Le Monde, Libération aussi, touche des millions d'euros d'aide à la presse, 8 et 5. De la même façon, satisfaire les exigences de lutte contre la désinfo leur permettra de cocher une case pour obtenir leur fonds. Et puis les financements privés ont aussi à un certain moment été colossaux. Le Décotex du Monde, Check News de Libé, ont aussi été financés, par exemple par Facebook, à hauteur de 1 000 euros l'article. À échelle plus modeste, si vous descendez la pyramide, une association comme Conspiracy Watch a perçu des dizaines de milliers d'euros, du fonds Marianne, 60 000 pour être précis, en 2024, tout en étant omniprésent dans les médias pour se légitimer mutuellement. Alors des carrières aussi ont été basées sur cela. Julien Pain, rédac-chef du Vrai ou Fake sur France Info. Mais l'histoire, en fait, est encore une fois, l'histoire est ironique. Quelquefois, la liberté va plus vite que tous les dispositifs de contrôle. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, j'étais très sceptique en fait, je suis toujours dans l'intelligence artificielle, mais je dois bien le constater, n'importe qui peut fact-checker les fact-checkers sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur X, que Julien Pain dit quelque chose, vous pouvez commenter « Grog, dis-moi, est-ce que Julien Pain a raison ?» Et Grog va donner un début de réponse. Et d'ailleurs, Julien Pain, pour ne pas savoir le citer une nouvelle fois, en janvier 2025, il était absolument catastrophé quand Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé vouloir plus de liberté d'expression sur son réseau social et écarter les fact-checkers. Zuckerberg a dénoncé un système devenu trop complexe qui a conduit à une censure excessive, je cite même, à des erreurs. Zuckerberg a accepté sa propre remise en cause. Le fait est que ces tentatives de lutte contre la désinformation ont sans doute renforcé la méfiance du public, à l'heure où, je l'ai dit et je le rappelle, les 2/3 de l'opinion ne font plus confiance aux médias classiques et veut une autre info. Quand on écoute encore une fois les journalistes des médias mainstream, les complotistes sont des fous furieux. Alors, toutefois, c'est peut-être pas toujours totalement faux, mais avec un peu d'humour, je vous dirais que les fêlés, ça laisse quelquefois passer la lumière. Évidemment, l'avenir ne sera pas radieux, je le disais,
Le système se défend, le renouveau du pluralisme médiatique conduit à une guerre d'information, de l'information très brutale. Les risques de censure, le DSA de Bruxelles, la censure bancaire, à un niveau très peu visible, existent encore. L'ARCOM aussi prépare un plan pour 2026-2028, et c'est pour ça que j'ai besoin d'un peu plus de temps avec le rapport d'hier, c'est que je dois confronter un peu les deux rapports. L'ARCOM a déjà lancé des appels à la régulation, et ça, c'est en général très mauvais signe. Le mainstream, les médias dominants sont toujours dominants. Mais dans cette partie à trois bandes, entre les médias dominants de l'extrême centre, l'extrême gauche qui n'a pas perdu de velléité, à vrai dire, révolutionnaire, nous avons en fait des opportunités considérables, des fenêtres d'opportunités qui se sont ouvertes. Dans la foulée du rapport à Longue, d'ailleurs, les médias deviennent un véritable enjeu pour 2027. La fenêtre d'Overton va continuer à évoluer, j'espère à s'ouvrir et à aller dans le bon sens. Je vous disais que les médias alternatifs, c'était peut-être 10 millions de spectateurs, enfin en tout cas de consommateurs. Chose intéressante, le politique en France ne s'est pas encore vraiment saisi du phénomène alternatif. À l'oncle, si, il l'a compris, il a réussi à imposer son rapport parce qu'il était soutenu sur les réseaux sociaux. Et il y a 13 ans d'ailleurs, on voit les différences, il y a 13 ans, en 2013, un rapport sur le financement des syndicats avait été enterré. Donc encore une fois, en 13 ans, basculement. Mais bon, encore une fois, il était avant-coureur. Tout le monde ne l'a pas fait à droite. Dans le mainstream, par contre, à l'extrême centre, Emmanuel Macron, lui, il l'a parfaitement compris. Il a déjà répondu aux influenceurs, 5 fois aux médias bruts, depuis 2018 d'ailleurs, et puis il a aussi répondu aux médias, au youtubeur Thibaut InShape, que vous voyez là, qui est à l'origine un influenceur fitness, mais c'est le premier youtubeur de France. Et évidemment, Emmanuel Macron a été faire des pompes avec lui. Puis aussi le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, désormais organise des réunions avec des influenceurs pour leur transmettre des éléments de langage sur les crises internationales. En l'occurrence, quand on a appris ça, c'était sur l'Ukraine. À l'étranger, cela se fait évidemment déjà. Donald Trump, durant sa deuxième campagne, la dernière campagne, a écumé les podcasteurs les plus influents. Joe Rogan, avec qui, tenez-vous bien, il a fait 62 millions de vues. Lex Fridman, l'interview a atteint 20 millions de vues. Tucker Carlson, un peu moins de 2 millions. En France, à droite, le phénomène n'est pas encore pris en main. À la gauche radicale, si. C'est Mélenchon qui est précurseur. Il annonce vouloir lui-même contourner le parti des médias. Il se pose en candidat anti-système, y compris anti-système médiatique. Il organise déjà des conférences de presse destinées aux médias indépendants. Ça, c'est semble-t-il l'initiative à suivre. Mais il n'y a pas que le plus visible, le plus politique. J'aimerais conclure en fait sur une échelle beaucoup plus individuelle. Je crois que mon temps de parole touche à sa fin. Il y a ces évolutions politiques, et puis il y a l'évolution que vous pouvez vous-même avoir au quotidien. Vous avez tous évidemment des smartphones. Vous avez tous des smartphones, des écrans. Vous comme moi, nous sommes tous happés potentiellement par les nouvelles technologies. On parle de binge-watching en anglais sur les séries Netflix, c'est-à-dire le fait de regarder compulsivement, sans cesse, pendant un week-end entier, des saisons entières de séries. Les adolescents s'y adonnent beaucoup, quand on a des enfants peut-être un peu moins, mais c'est un phénomène qui existe. On parle aussi de doom scrolling sur les réseaux sociaux, sur plutôt des plateformes comme TikTok, qui sont des plateformes de vidéos souvent sans intérêt. Donc c'est le fait de zapper compulsivement des vidéos sans intérêt. Le problème, c'est que avec tous ces réseaux sociaux que nous avons quelquefois donc dans le creux de la main, nous les regardons le soir, en fin de journée, quand nous sommes fatigués, dans notre canapé, même pire, dans notre lit, encore une fois, en état d'épuisement mental, physique. Nous sommes en fait vulnérables dans ces circonstances-là à des messages potentiellement très insidieux. Donc faisons attention. Nous sommes
nous pouvons être conditionnés. On disait il y a 25 ans que les publicitaires cherchaient le temps de cerveau disponible entre les journaux télévisés, entre les émissions. Mais le même phénomène existe encore aujourd'hui. Les réseaux sociaux rendent notre cerveau disponible. Donc ne le rendons pas disponible. Reprenons un peu le contrôle. Je ne veux même pas parler de contenu idéologique, mais d'ailleurs au niveau de la santé, c'est devenu évident, les médecins, les neurobiologistes vous en parleront mieux que moi. La technologie, elle nous aide, elle me sert au quotidien, mais elle peut aussi générer de la dépendance, de l'angoisse et détruire la clarté mentale. Donc encore une fois, les neurobiologistes vous le diront mieux que moi. C'est un souci parce qu'en fait, la pensée critique, qui est indispensable évidemment au libre arbitre, ne se développe qu'avec ce qu'on appelle l'attention profonde, que seuls permettent deux choses, la lecture ou l'écoute attentive. Vulgairement, on dirait la concentration. Et là, les journalistes, les médias alternatifs ont, me semble-t-il, un rôle considérable à jouer, un créneau à occuper. Ils peuvent maintenir les capacités cognitives du public, qui lui aussi est demandeur d'une autre manière de faire, comme je l'ai dit, comme on atteste d'ailleurs pas seulement l'essor des médias alternatifs ou de nouveaux médias, mais aussi le renouveau de la radio via le podcast. Alors j'en discutais avec Yannick Curien à l'instant, mais oui, quelquefois le podcast est filmé, mais en fait c'est le format, entre guillemets, de la radio qui a retrouvé un essor ces dernières années. Et éditorialement, je conclurai là-dessus, ce souci de la lecture attentive va de pair du côté des journalistes avec le souci éditorial de la nuance et du refus du manichéisme. Et ça, je pense, c'est une exigence que j'essaie de répliquer à moi-même. C'est celle qu'il nous faut maintenir, en fait, pour ne pas prendre nos lecteurs, nos téléspectateurs, notre audience pour des imbéciles. Je vais finir là-dessus. Je vous parlais d'attention. Alors, ça me permet de vous remercier pour la vôtre, qui était évidemment très profonde. Merci à tous. Merci beaucoup, Edouard. Je reste ici, là. Je reste ici, là. On reste ici, ouais. Merci. Bon, beaucoup d'informations, beaucoup de données qui ont été communiquées. Je ne sais pas si vous avez tout retenu. Vous connaissez le principe. Un micro circule. Je vais vers vous. Vous levez la main et vous posez une question. Bonsoir monsieur, merci pour cette conférence. Bonsoir monsieur, merci. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important, que le public prenne les journalistes pour des andouilles ou l'inverse? Dans quel sens ça marche? Enfin, la foule à poule, n'est-ce pas? La foule à poule. Pardon, quelle était la question exactement? Qu'est-ce qui compte le plus, que les journalistes nous prennent pour des idiots ou le public auquel ils s'adressent prenne les journalistes pour des abrutis? Oui, non, mais le divorce des médias. Bon, écoutez, je suis journaliste de facto, donc j'essaie en tout cas de ne pas prendre le public pour des andouilles. Je pense que ça n'a pas été le cas depuis un certain nombre d'années. Ça, c'est sûr que vous prêchez un converti. Une autre question ici. Oui, vous parliez de renouveau, etc. Les Guignols, c'était un truc extraordinaire. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est Bolloré en plus qui veut faire un truc révolutionnaire, ouais, c'est marrant. Et il a foutu en l'air. C'est marrant, c'est amusant. Alors, comment s'appelait une réflexion à la fin de la journée, comme vous disiez, quand les gens étaient fatigués, on était disponible, on avait du recul par rapport à l'information. C'était évidemment exagéré et outrancier. Et quand on regarde certaines émissions, on se demande s'ils n'étaient pas visionnaires quelque part. Oui, non, mais ça c'est évident. Genre, j'ai un peu échappé au phénomène des Guignols, mais c'est sûr que ça a été clos récemment. Comment s'appelle Merci. En effet, bon, on le retrouve aujourd'hui politiquement. Je n'aurais pas voté pour lui, mais c'est sûr que c'est un grand talent. Je ne sais pas si là ou quand on aurait pu s'amuser à relever les cibles, savoir à quel degré les Guignols étaient équilibrés. Ça aurait été très intéressant, je pense, de savoir. En effet, ils tapaient sur tout le monde. Il y avait les deux ânes et les Guignols. Et il y avait un filtre, pas un filtre, mais une interaction entre les deux. Les deux ânes, c'est une institution parisienne, je pense que tout le monde connaît, et la plupart sortaient des Guignols, venaient de là, et inversement. Et c'était
critiquer tout le monde. Oui, la question serait de savoir à quel degré, enfin en quelle proportion. D'autres questions d'ordre des Guignols ou... Merci pour votre conférence. Merci à vous. Comment peut-on maintenir une femme comme Delphine Ernotte à la tête d'un groupe alors qu'elle a créé pas mal de déficits? Je pense que dans une entreprise privée, le dirigeant serait mis à la porte C'est clair. rapidement, quoi. Oui, dans le privé, elle n'aurait pas duré 11 ans. Ouais. Je ne sais pas si ils iront suffisamment loin pour réformer ce système de nomination. Comme je vous le disais, il était particulièrement favorable qu'on puisse, même si ce sera politique, et qu'en effet, ça reflètera le pouvoir en place, au moins on sera davantage au courant des tractations pour imposer tel ou tel candidat. Alors j'en discutais avec un professeur de droit qui me disait, mais ce serait peut-être possible de sélectionner 4, 5, 6 candidats, et puis paf, on les tire au sort. Bon, peut-être, au moins si on les juge sur le CV et qu'après ils sont tous à peu près à niveau égal, pourquoi pas. En tout cas, on sait que Delphine Ernotte n'était absolument pas compétente à l'origine pour diriger. Ah, alors la privatisation, je crains que cela soit très distant, que ce soit une exigence très inatteignable, même si, écoutez, Jordan Bardella et Sarah Knafo proposent en effet de ce changement absolument radical. Si ça arrive au pouvoir, je ne sais pas s'ils seront en mesure de fermer la boutique comme ça. Et puis, allez, je veux bien jouer l'avocat du diable un peu. Est-ce que on ne serait pas, en effet, ce ne serait pas préférable de reconcentrer l'audiovisuel public sur des missions plus classiques, de reportage, etc. Parce qu'on voit bien que certaines chaînes privées ne sont pas en mesure, n'ont pas les moyens, n'ont pas l'envie de réaliser des reportages en profondeur. Et évidemment, j'en discutais avec un journaliste qui était de mémoire, c'était France 2, mais bon, c'était l'audiovisuel public il y a 15 ans. Il me racontait qu'il y avait un étage vide. Il avait demandé qu'est-ce qui se passe. Ah ben ça, c'est des équipes de reportage. Ils sont en Argentine pour un reportage sur les abeilles. Ils sont partis 6 mois. Oui, bon, j'aime beaucoup les abeilles. Je ne connais pas l'Argentine, mais bon, nous serons d'accord pour trouver ça totalement ridicule, qu'il y a eu des abus évidents de ce côté-là. D'autres questions? Yes, j'arrive. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure donc des médias alternatifs et également des influenceurs. Comment expliquez-vous qu'un influenceur puisse atteindre avec quelle méthode, avec quel circuit, de telles audiences? Alors, il y a évidemment de l'argent en jeu, sous-jacent. C'est évident. Bon, là, il y a une commission d'ailleurs parlementaire sur les zones grises de l'information. C'est évident. Alors, je vais donner l'impression de défendre la corporation. Il y a un problème avec ces influenceurs parce que il n'y a pas de charte éthique déontologique. Évidemment, il y en avait une pour les journalistes qui ne respectent pas ça. Évidemment. C'est bien sûr, c'est le cas. Mais il y avait quand même les 10 commandements. On les applique ou pas, on est pêcheur ou pas, mais bon, ils existaient. Là, pour les influenceurs, il n'y en a pas. Et ça pose un problème. Ça pose un problème. Il faut clarifier les choses, sans doute. Des commissions d'enquête, etc. Ça, c'est évident. Certains sont de qualité, certains ont un rôle très louable. Ils peuvent jeter des pavés dans la mare, révéler certaines choses. J'en ai cité quelques-uns. Mais si il va falloir quand même peut-être un autre contre-pouvoir. En tout cas, je sais qu'avec l'Observatoire du journalisme, c'est une des priorités aujourd'hui, c'est de s'amuser, de se concentrer davantage sur ces nouveaux influenceurs. Mais comment ont-ils pu prendre autant d'importance? Ils ont prospéré. C'est évident qu'ils ont prospéré sur le déclin des médias, sur cette capacité d'authenticité. Je ne sais pas si vous en suivez vous-même, mais c'est sûr qu'il y a cette subjectivité qui répond totalement à l'ère du temps, ça c'est sûr, qu'on a un lien direct avec ces influenceurs, que l'on n'a pas avec
Léa Salamé ou que sais-je. Ils ont une manière de s'exprimer, souvent qui parle, comme on dirait vulgairement aujourd'hui, beaucoup plus aux jeunes générations ou à un public désireux de s'exprimer et d'écouter les choses différemment. Peut-être qu'ils ne lisent pas tout le temps le crypteur qui défile l'information que le journaliste répète à la C'est télévision. une manière de voir les C'est choses, quelque bien chose de sûr. très critique, je crois. C'est une manière de voir les Aujourd'hui, c'est choses. ça, hein. Je sais pas si moi j'ai jamais réussi à accrocher à ce phénomène-là, mais vous avez sur YouTube les jeunes, j'ai 40 ans désormais, mais qui écoutent des gens commenter des vidéos. Voilà. Moi, ça m'a toujours dépassé. Mais comme quoi, il y a ce besoin de discussion permanente, de filtre, etc., mais d'un nouveau filtre. Pardon. Oui, madame. Bonsoir. Ouais. Je pense à nos jeunes, principalement à ma petite fille. Est-ce qu'il y a un avenir aujourd'hui à intégrer une école de journalisme? Ah, Wow. et quel âge a-t-elle? 17 ans. Ah oui, c'est le cas, c'est le nom de... Bon, oui. Je ne suis pas passé par une école de journalisme. J'ai eu la chance d'avoir, quand je suis devenu journaliste, d'avoir de très très bons supérieurs qui m'ont permis d'apprendre vite sur le tas. Bon, écoutez, j'ai évoqué une école de journalisme qui est un peu dissidente, qui s'appelle l'ESJ. J'ai rencontré les dirigeants certains dirigeants il y a quelques jours. Je connais un des fondateurs. J'aurais tendance à la recommander de facto, parce qu'on me recommande toujours de cette manière-là. C'est sûr que ça reste la case à remplir, par laquelle il faut passer, parce que désormais il est très très dur de devenir, d'être autodidacte, clairement. Même si quand je dois employer un journaliste, j'aime bien quand il n'est pas passé par une école, mais ça demande d'autres choses. Concrètement, ça c'est évident, le métier de journaliste, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Apprendre à filmer, bon, évidemment, on a où on n'a pas l'œil, ça c'est sûr. Mais ça s'apprend techniquement. Et puis, j'évoquais le b.a.-ba de l'écriture. Ce que les autodidactes ont beaucoup de mal à apprendre, c'est le fait que les journalistes, le b.a.-ba, ce que j'apprends à un stagiaire, c'est que si tu dois apprendre une seule chose, c'est l'angle. Comment tu écris un article, tu dois avoir un angle. Alors je leur explique, ils sont jeunes, je leur dis, je vais demander à trois d'entre vous d'aller à la soirée dans une discothèque ce soir, vous avez chacun une photo à faire, et vous allez me raconter une histoire avec cette photo. Alors, le premier, il va aller prendre le DJ, il va dire la soirée était fantastique, parce que le DJ était fantastique. Le deuxième, il va aller prendre la foule, et il va dire c'était fantastique, il y avait 1000 personnes qui dansaient, c'était une soirée super. Et puis le troisième, il va aller prendre un groupe de jeunes filles, et il va dire c'était fantastique, parce qu'il y avait 4 jeunes filles qui étaient magnifiques. Donc en fait, c'est ça l'angle. Ils ont chacun raconté la soirée d'hier, ils ont tous les trois dit que la soirée d'hier était fantastique, mais ils ont raconté 3 histoires différentes. Chacun a eu un angle différent. En réalité, il faudrait que tous les journalistes aient des angles différents sur les histoires qu'on raconte, etc. Mais voilà, c'était une anecdote pour vous expliquer que l'angle, c'est quelque chose qui n'existe pas, par exemple, chez les professeurs. Les professeurs, ils vont pondre une thèse qui fait 500 pages, etc. Et ça va être absolument considérable. Le journaliste, il a 2 heures pour écrire son sujet, 3 heures pour réaliser un reportage, de 4 minutes quelquefois, etc. Donc il a forcément l'angle. Et ça rentre en contradiction absolue avec l'exigence, le désir du public, malheureusement, d'avoir une information objective, etc. Parce qu'on a besoin d'un angle, donc très souvent c'est incisif. C'est partiel potentiellement. Et donc, voilà. Mais ça, c'est une réalité du métier journalistique qu'il faut apprendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... D'autres questions, oui. Bonjour, merci pour votre conférence passionnante. À propos du déclin de CNews, vous avez effleuré les causes un petit peu, peut-être le départ des journalistes et tout ça. Est-ce que vous ne penseriez pas qu'il y a peut avoir un rapport entre son traitement de l'actualité, notamment de la guerre au Proche-Orient, notamment Gaza et peut-être une certaine pression d'un certain lobby sioniste, par exemple. Je sais pas, c'est un peu tabou, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu tabou, parlons-en. Je l'évoquais, j'évoquais les crises du Moyen-Orient comme en effet l'une des causes. J'en parlais aussi avec des chroniqueurs journalistes qui passent par CNews.
qui relativisait la question, en disant de toute façon, dès qu'il y a une crise internationale, on remarque que LCI marche beaucoup mieux que nous. Bon, est-ce que je les ai crus? Je ne sais pas. C'est évident qu'il y a une ligne éditoriale qui est très marquée, et c'est normal pour un média d'avoir une ligne éditoriale, se dit en passant. Ce qui a une ligne éditoriale très marquée sur la question du conflit à Gaza, au Liban, en Iran, etc. Est-ce que ça leur a porté préjudice? À titre personnel, je pense que oui, clairement. Comme d'autres médias ont pu pâtir d'une ligne éditoriale trop marquée, trop engagée sur d'autres crises. C'est évident. C'est évident. Bon, Laurent a évoqué mon passif dans les médias Sputnik RT. Là aussi, nous avions clairement un choix éditorial très, très marqué. Mais peut-être qu'ils ont besoin de se renouveler aussi un petit peu. Je trouve que on est toujours un peu à la recherche de quelque chose qui accroche, qui nous intéresse. Si on regarde le passé, effectivement, avec les Guignols et tout, on était maintenant à notre tranche d'âge, on est désintéressé, tout ce qui passe à la télévision. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les jeunes, c'est les enfants, c'est les streams. On cherche l'info directe, le flash, celui qu'on a tout de suite dans l'immédiat. Et après, on se dit que c'est fake, c'est pas fake, c'est vrai, c'est pas vrai. Je vois des choses avec l'IA qui sont extraordinaires et qui trompent. Bon, moi, dans ce que je regarde, je sais que ça ne me trompe pas, l'IA, mais c'est ce qu'on recherche, le sensationnel, la dernière info, etc. Après, les chaînes publiques, moi, je les regarde jamais. Fini. Pardon, c'était pas à moi de parler. Quelle question à poser, s'il vous plaît? Oui, non? Pas de questions? Oui, allez-y, monsieur. Oui, merci pour cette conférence passionnante. Il y a pour moi un film qui me revient, qui exprime la relation entre le journalisme et le système, c'est 1000 milliards de dollars. Ah, ouais, c'était bien ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir ce film, il n'a pas pris une ride, et c'est assez extraordinaire. Et donc, c'est cette relation entre le journalisme, au sens large, et le système. Et on voit bien qu'il y a actuellement une vraie crise, et que les journalistes courageux, il n'y en a pas beaucoup, vous en faites partie certainement, et bravo. Et en face, il y a un système qui, de toute évidence, dès qu'il se sent attaqué, réagit avec beaucoup de violence. Comment est-ce que ces choses-là vont se passer dans un avenir proche? Parce que finalement, cette relation entre la presse, les journalistes et ce système qui aujourd'hui était aux abois pose problème. Alors, je n'ai pas de boule de cristal. J'ai essayé justement de tracer les lignes qui nous permettraient déjà de comprendre le présent et de voir qu'il y a des lignes dures. Comment ça va se passer? Bon, déjà, pour les journalistes, difficilement. Les journalistes vont devoir évoluer très sérieusement, changer, pour le bien, pour le meilleur, ça c'est clair. Les médias vont aussi continuer il va y avoir de la casse. Certains médias vont disparaître, d'autres sont en train d'apparaître. L'audiovisuel public est absolument condamné au changement. Je pense qu'ils seront les derniers à évoluer, mais ils doivent, et ils le feront d'une certaine manière. Bon, la question du pluralisme se pose, ce sera celle qui se posera pour 2027, et qui sera le plus traquée, si vous me permettez son anglicisme, qui sera le plus surveillée. S'il y a quelque chose à espérer, en tout cas c'est ça. C'est que le pluralisme que l'on vit déjà par médias interposés pourrait être reflété au sein de médias plus importants. Est-ce que vous sentez que ce système qui semble être aux abois va pouvoir lui aussi s'améliorer ou se réformer, probablement parce qu'il va y avoir certains journalistes qui vont taper dur? C'est-à-dire? On voit bien qu'aujourd'hui, il y a dans les médias, et pas seulement avec les médias colorés d'ailleurs, dans les médias que vous appelez alternatifs, il y a de véritables attaques contre un système qui est en place depuis 50 ans et qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. La révolution. La révolution par les anciens. C'était plus un commentaire, c'est plus un commentaire qu'une question, me semble-t-il. La question que je vous pose, comment sentez-vous le système par rapport à des gens comme vous? Comment il va se s'effondrer? sentent encore solides ou est-ce qu'au contraire, vous les fragilisez? Alors, ça dépend. Bon, en l'occurrence, c'est CNews qui
qui attire l'ensemble des tirs. Ça me dérange pas. S'ils ont envie de les recevoir plutôt que les autres, pas de problème. Le fait est que, en fait, j'ai tendance à penser que, entre guillemets, l'avant-garde, le discours vraiment dissident, vraiment alternatif, doit être surveillé dans ces médias-là, qui ont moins de moyens que des chaînes plus importantes, mais qui parviennent à apporter une information assez novatrice, d'une certaine manière. CNews est une caisse de résonance, d'ailleurs on le voit quand ils cherchent des intervenants, etc. Où est leur vivier? Bon, évidemment, il y en a quelques-uns qui se font expulser, etc. Mais leur vivier va être justement dans ces sphères beaucoup plus avant-gardistes. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais en fait, évidemment que les médias principaux sentent la concurrence de CNews. Peut-être que les tirs se déplaceront. Bon, de toute façon, ils vont se défendre, ça c'est clair. J'ai une question ici. Au mois de septembre, on va devoir donner notre identité pour accéder à certains médias et à certaines plateformes, par exemple YouTube. Alors, derrière cette adaptation de la loi DSA, vous ne pensez pas que la cible, c'est les médias dans le contexte des élections de 2027? Pour les domestiquer? Ouais. Et puis, je pense que c'est... je pose la question cible, parce que je prends l'exemple de YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui vont plus y aller. Enfin, les gens qui sont, je pense, ici, quelques-uns vont plus y aller. Ah, ça, c'est une question, d'accord. Et là, les médias indépendants, je pense qu'ils ont un problème actuellement où ils cherchent à s'adapter. Parce qu'il y a une rémunération, par exemple, sur YouTube. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est éventuellement une cible. Oui, vous prêchez un converti. Non, je serais évidemment d'accord avec vous. Le DSA, c'est clairement pas une bonne nouvelle. Je ne sais pas en quelle proportion encore il y aura entre guillemets, des abandons. Le fait est que, comme je disais, 20 millions de Français regardent YouTube via leur téléviseur, donc ça veut dire qu'il y en a encore plus qui regardent YouTube sur YouTube. Enfin, YouTube aujourd'hui est incontournable. Est-ce que ici vous accepteriez, si vous regardez déjà aujourd'hui YouTube, de supprimer YouTube? Il s'avère que quand les médias pour lesquels j'ai travaillé ont été supprimés épisodiquement ou pas de YouTube, c'était un coup très très dur. Ça reste une plateforme incontournable. Donc j'ai tendance à penser que tout le monde s'adaptera. Écoutez, je serais rare. Ce qui me gêne, c'est YouTube. Mais si personne... Pardon. Moi, ce qui me gêne, c'est YouTube, c'est pas français. Ah oui. Dailymotion on passe par des canaux qui sont tous américains et il n'y a rien d'européen ou de français. D'autres questions? Oula. D'abord, après je te donne. On a vu dans vos informations qu'il y avait des entreprises étrangères qui faisaient de la désinformation, qui étaient payées pour désinformer, pour démolir un candidat ou autre. Est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui la désinformation qui vient de l'étranger? Alors en tout cas, c'est pas... Des études ont été faites sur les volumes, etc., d'informations qui venaient de la part de certains émetteurs, etc., etc. Donc oui, ça a été fait. Ça a été fait, bien sûr. Est-ce que ça a été bien fait? Je ne sais pas. Tendance à penser non. Mais... Écoutez, c'est quelque chose que j'ai pas spécialement creusé. J'ai travaillé pour des médias qui ont été accusés d'avoir véhiculé celle-là et j'ai toujours plaidé non coupable. Certaines études plus récentes ont montré que ça pouvait venir aussi de certains États du Moyen-Orient. Chacun tire sa ligne. Non, mais c'est évident qu'aujourd'hui, au milieu de ce marasme, de ce chaos informationnel, de cette guerre de l'information, tout le monde voudra tirer la couverture à lui. Ça, c'est une évidence. Ça pourra être en effet des États étrangers, des agences privées qui voudront à leur échelle imposer, je ne sais rien, leurs produits ou tirer dans les pattes d'un concurrent. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. J'ai une question ici. Est-ce que vous ne croyez pas que l'antidote à tout ça, c'est quand même de donner à nos enfants une culture solide? Or, ce n'est pas le cas du tout de l'école aujourd'hui, qui au contraire a tendance à vider de son contenu les enseignements, je dirais un tout petit peu dangereux, comme la philosophie, l'histoire et la géographie, entre autres. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème? Parce que tant qu'on aura des auditeurs ou des téléspectateurs incultes, le monopole restera. Oui, là aussi, madame, vous prêchez un converti.
Je suis content que mon fils de 8 ans lit déjà des romans. Bon. J'en reviens à ma conclusion, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y aura que la lecture attentive et l'écoute attentive qui permettront d'éduquer des personnes. Ce sera à l'échelle, là c'est à l'échelle personnelle que nous sommes en mesure d'agir. Vous parlez des écoles, oui, je suis confronté aussi à ça au quotidien. Mais bon, ce n'est pas totalement nouveau. Ce n'est pas totalement nouveau. De ce côté-là, est-ce qu'il y a un basculement, une accélération? Peut-être, mais c'est pas nouveau. Une dernière question? Oui, ne quittez pas, madame. Parlez près du micro. Merci. Merci, madame. Votre conférence, en définitive, est très pessimiste parce que on se rend compte, je suis auditrice aussi de TV Liberté, je vous écoute avec grand plaisir. Merci à vous. Il n'empêche que vous faites un travail honnête, vous faites un bon travail, mais vous avez fait un constat au début, vous avez 300 000 vues, je ne sais plus exactement, mais par contre, on est minuscule par rapport au reste. Il y a tous les youtubeurs dont vous avez parlé qui vont faire n'importe quoi, entre guillemets, qui vont donner les idées, qui vont faire des fausses informations. L'information peut être donnée par n'importe qui. Je peux me mettre faire mon petit film et puis produire quelque chose qui sera mensonger en disant que vous faites des choses mauvaises, n'importe quoi. Enfin, donc on arrive dans un système complètement déformé. Malheureusement, comme on a dit, l'école déforme tout le monde, donc les enfants ne sont plus formés pour apprendre tout. Et puis, le gros problème pour moi, je pense que vous avez la même chose, c'est qu'en fait, c'est les finances. Si on mettait tout à plat, qu'il n'y avait plus de financement et que les quelques radios solides qui tenaient par des dons, ils correspondraient à des gens qui sont intéressants et on pourrait se fier à quelques points où il y aurait du vrai travail. Mais quand on voit tous les mainstream et tout ça, c'est la boîte des copains, quoi. Donc en fait, tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils ont des sous, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Vous n'avez aucun poids. En tout cas, bon, encore une fois, il y a 20 ans, ces médias-là n'existaient pas, n'avaient pas l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui. Donc rendez-vous dans 20 ans si vous voulez, mais je pense que dans 20 ans, ce sera encore... Mais non, enfin, pessimiste, vous avez dit pessimiste. C'est amusant parce que d'habitude, on me reproche justement d'être trop optimiste. Non, parce que le fait est que le pluralisme tel qu'il est aujourd'hui, qui n'est pas facilement tous les jours... Pardon, excusez-moi, facile à vivre en tant que journaliste, n'était pas vécu enfin, n'existait pas en tant que tel il y a 10 ans, quand j'ai commencé, enfin 15 ans, quand j'ai commencé dans le journalisme. Il y a eu une évolution vers plus de conflits, mais vers plus de pluralisme. Bien sûr que France Télévisions, c'est 4 milliards, bien sûr que TF1 est tel qu'il est. Mais bout à bout, je peux vous répéter, enfin, si on parle vraiment de 10 millions de spectateurs pour la sphère audio, pour la sphère alternative, peut-être 15 pour celle de la gauche radicale, etc. Le bloc central qui s'érode, on n'est pas à des proportions totalement égales, mais en tout cas, elles le sont davantage qu'il y a quelques années, je pense. Nous qui avons plus de cheveux blancs qu'Édouard, on a vu l'évolution de l'information de la télévision et on se pose des questions aujourd'hui de ce que ce sera demain, effectivement. Ça n'est plus ce que ça n'était, je ne sais pas. Plus de questions? Dernière question, pardon. Et après on laisse le jeune homme parce que... Allez-y, parlez près du micro. Merci pour votre conférence. J'écoutais le monsieur au bout là-bas, je ne le vois pas, qui évoquait justement le fait de, enfin je parle de manière très simple, l'inscription sur la plateforme YouTube. Donc ici, tous nous vous regardons sur YouTube dans nos moments de liberté. Et justement, ne pensez-vous pas que cette inscription avec l'identité numérique qui va finir par arriver
Vous restez positif sur votre avenir, hein, mais justement, en écoutant monsieur et en écoutant les autres personnes ici, je me demande, est-ce que ce ne serait pas finalement un moyen de vous museler cette identité, Bien sûr, non, numérique? bien sûr. Parce que ici, C'est je évident pense que c'est un nous moyen de sommes contrôle pas- déguisé. Non, mais On ne va pas c'est s'inscrire évident. et mettre notre nom, notre prénom et être fiché pour qu'on sache qu'on regarde Toxin, on regarde TV Liberté. Donc, Ah oui, là, c'est à vous c'est à moi de vous poser la question. Alors, je suis Qu'est-ce que journaliste vous et je pose des envisagez? questions. Alors, bon, ça, c'est plutôt Élise Blaise qui répondra à la question. Mais encore une fois, c'est à moi d'inverser la question. Si vous êtes combien ici? 70, 70, ouais. 70. Combien d'entre vous sont fichés. ne veulent pas être fichés? Bon, si je pose la question comme ça, évidemment. Combien d'entre vous laisseraient tomber l'abonnement YouTube à cause de cette histoire de DSA? Bien sûr. Tout va bien? C'est quoi, Lulu? Lulu Lagoulou. Chapeau pointu. C'est Lulu, chapeau pointu. C'est Brigitte Picard qui m'a harcelé. Ah, c'est une figatelle. Ah, T'en veux un? T'en t'es veux un? passé chez lui. Ça veut dire quoi ça? Tu peux faire mettre ça Ah. dans le film. Oui, alors là, je suis en train de réfléchir à votre idée que je soumettrai. Non, mais très bien. Encore une fois, Martial Bild ou Élise vous répondraient beaucoup mieux que moi parce qu'ils étaient là à TV Liberté quand il y a eu plusieurs soucis, enfin d'éviction de la plateforme. Et le problème, c'est que cette exigence du DSA s'applique à l'ensemble des plateformes, pas seulement YouTube. Donc, le fait de changer de plateforme n'est pas possible en l'état. Bon. Oui. Ah, c'est évident que c'est un outil de contrôle qui, à vrai dire, d'ailleurs, pour les mineurs, n'a absolument pas marché en Australie, parce que tous les mineurs trouvaient des moyens de contourner la solution, le problème. Bon, oui, je sais. Il faut que je coupe parce qu'elle discute. Visiblement, ce que vous me dites, c'est pas forcément nous museler nous, mais c'est aussi c'est plutôt vous empêcher de nous consulter. J'ai une dernière question, et après on vous laisse tranquille. C'est comme histoire de... Alors, j'ai pas une question, mais j'ai juste une précision que je voulais donner à madame et à monsieur qui s'inquiétaient sur le règlement, sur le DSA et sur l'identité. En réalité, il faut pas... Il y a les réseaux. L'identité va devoir être donnée pour consulter les plateformes et les réseaux sociaux. C'est-à-dire ces GAFAM, ces groupes organisés, qui sont en quelque sorte les centres commerciaux. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un centre commercial, on vous dit, je voulais prendre cette image pour que tout le monde me comprenne. Vous avez la boutique indépendante, qui est le site internet, et le centre commercial. Si on vous dit, pour rentrer dans ce centre commercial qui est Facebook, qui est YouTube, vous allez devoir donner votre carte d'identité. Là, il va y avoir un vigile et un filtre. Vous êtes libre de ne pas la donner. Et il faut peut-être éviter de la donner parce que l'État va savoir ce que vous pensez. Mais rien n'empêche TV Liberté d'avoir sa boutique indépendante et elle existe. C'est le site tvliberté.com. En revanche, pour naviguer sur Internet, j'espère jusqu'à nouvel ordre, faire les 3 W, vous êtes totalement libre. Quand TV Liberté a été censuré de YouTube, vous avez suivi le dossier avec Martial et avec Philippe Millot, ça coûte de l'argent. J'avais dit, il faut que tu sortes de YouTube et de toutes ces plateformes et que la vidéo actuellement, pour des raisons de coût et d'économie, parce que le stockage coûte très cher, coûte cher. C'est plus facile de la mettre sur YouTube qui vous donne les choses gratuitement, l'hébergement gratuitement. Je parle sous le contrôle de tes doigts. Donc, c'est une plateforme, mais rien n'empêche TV Liberté d'avoir ses propres serveurs, d'héberger soi-même ses vidéos, comme tout autre média alternatif, et vous-même d'aller sur le site. Peut-être que si beaucoup de gens ne rentrent pas dans ce système de donner les cartes d'identité, quelque chose d'alternatif va naître, comme ça existait il y a 20 ans, avant que les YouTube existent. Ça veut dire qu'en réalité,
le ménage va se faire naturellement. D'accord. Bien sûr. Voilà. Non, non, enfin, le problème, c'est que, oui, enfin, je suis évidemment d'accord. Reste que, bon, il y aura de la perte au passage. Ça, c'est évident. La plateforme a le grand intérêt de mettre tout le monde en concurrence et de faire émerger les plus méritants. Yes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Si vous voulez avoir des livres dédicacés de